bienvenue au marché du cours dans le cadre de la 17e édition de Regard sur le court-métrage au Saguenay. Aujourd'hui, on vous présente une activité qui s'appelle Cours d'eau, qui est présentée par Nathalie Lasselin, une directrice photo spécialisée dans les tournages sous-marins. Donc, j'invite Nathalie à venir présenter. Merci beaucoup. Bon après-midi, good afternoon. Est-ce que ça fonctionne bien pour le micro? Superbe. Donc, mon nom est Nathalie Lasselin. Souvent, quand on fait des images sous-marines, il y a deux endroits dont on peut venir. Soit on est déjà caméraman, puis à un moment donné, on se dit oh, je vais faire de la plongée, on se trempe les palmes, puis on se dit je fais de la photo, de la caméra, la surface, pourquoi je n'en ferais pas sous l'eau? Puis à l'autre école, des plongeurs qui ont toujours plongé depuis qu'ils sont jeunes, qui ont eu très souvent Cousteau comme exemple, puis qui à un moment donné se sont dit c'est tellement beau, j'ai envie de le partager, alors je vais amener une caméra sous l'eau. Moi, je fais partie de la race des caméramans, des directeurs photos. J'ai appris à la vieille école, à l'ONF, comme assistante caméra en film. J'ai comme l'impression que ça fait comme super longtemps, mais en fait, ça fait une vingtaine d'années. Et puis, à un moment donné, je me suis finalement mise à la plongée et ça a complètement changé ma vie. La journée où je me suis considérée à l'aise de pouvoir amener une caméra sous l'eau, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai commencé à faire des tournages aussi bien pour moi. J'ai fait des documentaires, je continue à faire des documentaires à thématique aquatique et puis toutes sortes de tournages pour toutes sortes de personnes. La façon dont ça va se passer cet après-midi, parce que je pense qu'on a toutes sortes de backgrounds différents, d'expériences différentes et peut-être d'attentes, de curiosités différentes. Alors, on va faire ça comme une conversation. Moi, j'ai un petit plan de match, un petit peu de vous expliquer les multifacettes des tournages sous-marins, parce qu'en fait, il n'y a pas un seul type de tournage sous-marin. Et je vous dirais que chaque tournage est différent. Parfois, on s'attend à ce que ce soit un défi technique, et puis techniquement, c'est extrêmement facile. Et les défis se trouvent à un autre niveau. Et comme je vous disais, les tournages sous-marins, il y en a de toutes les sortes. Un tournage sous-marin, ça peut aussi bien être à quelques centimètres juste en dessous de la surface, dans le confort d'une piscine au centre-ville de Montréal, que se retrouver à 100 mètres dans le fond d'une caverne. C'est un petit peu l'étendue, l'échelle des tournages auxquels je vais participer dans ma carrière jusque maintenant. Souvent, quand on pense aux images sous-marines, on pense aux gros prédateurs, aux requins, aux grands blancs, puis on se pense tout de suite aux dangers. Mais en fait, les grands prédateurs, tels que le requin blanc, ne sont pas nécessairement méchants, ne sont pas nécessairement dangereux. Ça, c'était un petit tournage qu'on a fait avec les grands blancs au Mexique. Et puis, au plus près, ils étaient à 6 pieds de nous. On était au-dessus de la cage. Et franchement, ils sont juste curieux, ils viennent juste nous voir. On a d'autres tournages qu'on va faire simplement en dessous de la surface, en apnée. Alors là, ces tournages-là, on va les faire en général avec un caisson, pas de lumière, très très simplement. Et à d'autres moments, on va se retrouver avec des setups complètement différents, avec une équipe complètement différente, et où le travail ne sera pas seulement de suivre un sujet qu'on ne peut pas contrôler, un requin-baleine, un grand blanc, c'est vraiment une question de patience, c'est une question de pouvoir observer, d'observer son comportement, d'apprendre à les connaître, alors que quand on tourne en fiction, à ce moment-là, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on va avoir avec tout le monde. Alors c'est ça c'est à peu près dans 15 pieds d'eau, tranquille, un environnement très contrôlé. Mais parfois on travaille en fiction aussi dans des environnements qui sont absolument incontrôlables. Ici, c'était pour un film qui s'appelle Tout est parfait. On a finalement décidé, pour des raisons de production, de tourner dans une carrière en banlieue de Montréal. Qui dit carrière dit eau froide. C'est l'eau qui remonte en fait des sources karstiques. Donc inconfort pour les comédiens. Nous, ça va, on est bien isolés, on a nos combinaisons, nos wetsuits, nos vêtements étanches. Alors à ce moment-là, on n'a pas cette problématique-là. Qui dit carrière aussi dit parfois eau extrêmement laiteuse, alors des conditions de tournage qui sont un petit peu plus complexes à organiser, et surtout au niveau de la sécurité. Dès qu'on a des comédiens, ça devient un petit peu plus préoccupant, parce que nous, on a un masque, on a de l'air, alors qu'eux, ils sont livrés, en fait, pas à eux-mêmes, mais à nous. Donc c'est toujours une question de relation, de confiance, et beaucoup une question de communication. Bien des tournages de fiction, on va les organiser, mais on peut facilement, sur le terrain, commencer à faire des petites modifications. Sous l'eau, ça devient un petit peu plus compliqué, parce que tout de suite, on a une distance entre le réalisateur qui, dans la plupart des cas, est à la surface, et nous qui passons la plupart du temps sous l'eau pendant la journée de tournage.
On a d'autres types de tournages pour lesquels l'environnement n'est pas nécessairement un défi, mais c'est surtout un défi technique, un défi de direction photo et aussi un défi de post-production. Dès qu'on tombe en publicité ou en vidéoclip, on va avoir des moyens un petit peu plus considérables. Et à ce moment-là, on va avoir aussi des demandes beaucoup plus précises, comme n'importe quelle publicité. Les cadrages sont extrêmement précis, ça peut se jouer au centimètre près. Alors là, il va y avoir beaucoup de préparation, beaucoup de mise en place de décors, et on va devoir combiner un petit peu avec les avantages et les inconvénients de l'eau. Parce que c'est drôle, il y a beaucoup de gens, surtout au niveau des comédiens, c'est assez impressionnant, la quantité de personnes qui me disent écoute, le tournage, on ne peut pas le faire au milieu naturel parce que le comédien ou la comédienne n'est vraiment pas à l'aise de nager dans un lac. On sait très bien que le fond des lacs au Québec et ailleurs est d'une visibilité absolument très limitée, un fond sombre, boueux, vaseux, et tout de suite, on n'est pas à Poenegamook là, mais on pense qu'il y a un monstre. D'ailleurs, le monstre de Poenegamook, j'ai essayé de le filmer pour un documentaire, on ne l'a jamais trouvé. Et une des raisons est assez simple, c'est que la visibilité s'arrête à quelques pieds. Donc on se met à l'eau et puis on se perd en fait pendant le temps de la plongée. Et on revient avec des images mystérieuses, des images qui font peur, mais pas de monstres malheureusement. Mais parfois on a la chance de pouvoir plonger dans des eaux qui sont absolument fantastiques. Ici, c'est un endroit où la visibilité est de plus de 150 pieds, à peu près 50 mètres, et on est à peu près 300 pieds de profond. Donc on est extrêmement profond, c'est pour ça qu'on utilise un recycleur pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Alors c'est sûr que dans des situations comme celle-là, le réalisateur ne nous accompagne pas, on n'est absolument pas lié à la surface. Alors l'importance d'avoir un plan de tournage extrêmement précis ici est primordiale. On a d'autres tournages où en fait c'est simplement le fait d'être dans une eau qui est incontrôlable. On a des impératifs de production, on a un timing et puis la météo n'est pas de notre côté. Ici c'était à Scapa-Flow en Écosse sur des épaves de la Première Guerre mondiale et une journée de tournage a été annulée parce que les conditions étaient tout simplement pas bonnes. Alors à ce moment-là, c'est de se déplacer et de dire « Ok, on va aller sur une autre épave, à un autre endroit ». Et là, d'avoir un bon copain de plongée, ce qu'on appelle un buddy de plongée, c'est extrêmement important parce que s'il nous arrive quoi que ce soit, si on est tellement concentré sur les images que l'on fait, on va peut-être oublier qu'on avait une bouteille sur le dos et que ça a une limite, une bouteille. Quand on est à la surface, on peut être en dépassement d'heures de tournage sans trop de problèmes. Le producteur sera peut-être pas très content, mais sous l'eau, ça peut devenir un problème. Chaque année, malheureusement, il y a des accidents de caméramans, il y a des décès, des gens qui avaient énormément d'expérience. Mais voilà, à chaque fois, c'est la nature humaine. Le seul truc, c'est quand on est sous l'eau, ben, ça pardonne difficilement. Mais il n'y en a pas tant que ça quand même. Il faut rester quand même vigilant. Il y a d'autres environnements dans lesquels je me trouve à filmer assez fréquemment, qui sont les cavernes. Et non seulement c'est un environnement qui est peu connu, pour décider exactement où on va tourner, il va falloir faire un repérage assez précis et coordonner toute l'équipe en fait, de plongeurs éclairagistes, parce qu'évidemment, dès qu'on rentre dans la caverne, après 100 pieds, parfois 200 pieds, il n'y a plus du tout aucune lumière. Le bonheur de ça, c'est qu'on peut créer un environnement avec la lumière qui de toute façon n'existe pas. Il n'y a jamais eu de lumière dans ces endroits-là, ou s'il y en a eu, il y a tellement longtemps qu'on a toute la créativité inimaginable, toutes les possibilités sont là. Cependant, il faut vraiment faire un travail d'équipe incroyable, des chorégraphies incroyables pour être en mesure d'éclairer certains sujets. Alors dès qu'on passe la première zone de caverne, notre seule communication, c'est la communication classique entre plongeurs. Parfois, on a des petits livres de papier sur lesquels on peut écrire. C'est du papier plastifié, donc on peut écrire dessus et puis se le montrer. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait ça, on perd du temps de plongée, ça peut être long. Alors on s'arrange pour que ce soit le plus clair possible avant même d'y aller. Et une fois qu'on rentre dans ces environnements-là, souvent on va avoir notre sujet et l'éclairage sera rarement tenu par notre sujet. Afin d'avoir des meilleurs rendus possibles, on va avoir quelques lumières qui seront placées sur la caméra et on va avoir des lumières qui vont être placées en dehors du cadre ou en arrière du sujet, justement pour pouvoir rendre l'ampleur de ces environnements.
Et très souvent, en fait, ce qui se passe sous l'eau, vu que c'est quand même si on voit beaucoup d'images, c'est difficile. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de pêcheurs. Hein. On dit, le poisson, il était gros comme ça. Ouais, gros comme ça, si j'ai un verre d'eau à côté et tout le monde s'entend sur la taille d'un verre d'eau, on va s'entendre sur la taille du poisson. Donc si on n'a pas de référence sous l'eau, très souvent, je pourrais vous montrer une photo et puis vous demander la taille, puis on pense que c'est très gros alors que c'est très petit et inversement. Alors ça devient nécessaire d'avoir une référence à chaque fois pour pouvoir se rendre compte justement de l'ampleur de l'endroit. Mais un des plus grands défis de base sous l'eau, et le fait que ça intéresse beaucoup de réalisateurs, c'est le fait qu'on est constamment sur 3 axes. On a l'habitude sur Terre d'être pan, tilt, travelling, etc. Ça va bien. Notre sujet va bouger dans exactement la même surface, mais sous l'eau, ça peut devenir absolument incontrôlable, surtout si à un moment donné, moi je décide de me recadrer, et que mon sujet décide aussi de se recadrer, alors là, on devient un petit peu sur 6 axes, en train d'essayer de s'ajuster. Et en plus de ça, il faut penser que très souvent, notre éclairage est à la surface. Alors, le placement précis du sujet peut devenir très complexe si on n'a pas une espèce de façon de travailler extrêmement précise, à savoir qui se déplace, comment on va se déplacer, comment on va positionner notre sujet. Alors, en documentaire, ça peut donner des choses de placer un mouvement dans l'environnement, un petit peu comme ceci, où c'est une question aussi de timing, d'observation, puis d'essayer de gérer un mouvement pour faire un beau cadrage et en même temps un mouvement qui soit fluide. Donc, simplement de se déplacer pour montrer les gorgones et de laisser le banc de poissons venir sur le côté. Ici, c'est le caisson pour la caméra RED, la Scarlett et l'Epic. C'est un caisson qui est fabriqué à Montréal. On a la chance d'avoir une compagnie. Avant, il y en avait 2, Amphibico et Aquatica. Maintenant, c'est la même compagnie qui fabrique des caissons sous-marins qui sont parmi les meilleurs au monde. Il y a des Européens aussi qui font des caissons de qualité similaire, mais ces caissons-là, on peut les amener à 100 mètres de fond, à 330 pieds, des optiques extraordinaires. Ça existe pour plusieurs types de caméras et c'est extrêmement solide. Je vous en parlerai un petit peu plus tard pour les spécificités. À ce moment-là, ça n'était pas disponible sur le marché. Donc, il y a toujours l'option du pauvre qui est ce qu'on appelle un splash bag, un sac étanche. Alors, ça travaille pas très bien, c'est très positif, c'est très souple. Donc, si on ne met pas assez d'air, ça va venir se poser contre les boutons. L'autre problème avec des caméras comme la RED, c'est une caméra qui surchauffe. Alors, il faut faire un échange d'air. Ça devient beaucoup plus fastidieux de travailler avec ça. Mais ça se fait. D'ailleurs, je vous montrerai la pub de Rona tout à l'heure. On l'a fait avec une Alexa dans un splash bag. Pour des raisons économiques, on ne pouvait pas avoir le caisson de l'Alexa. Je dis, OK, on va le faire avec le splash bag. Je vais travailler plus fort, mais ça va se faire quand même. Parfois, on va, dès le départ, discuter avec la production d'où on va faire le tournage. Et ici, c'était pour la peau et les os. On avait décidé dès le départ qu'on tournerait en piscine. Donc on avait fait, c'était la réalisatrice qui jouait son propre rôle. Pareil, on avait fait des répétitions avec elle, mais là, elle avait un costume qui était beaucoup plus lourd. Et pour des raisons de production, on s'est retrouvé à devoir tourner 2 mois plus tard, 2 mois et demi plus tard. On était rendu fin septembre, on a dû tourner dans un lac parce qu'on ne pouvait plus avoir le budget pour monter un décor dans une piscine. Donc on a trouvé le lac qui devait correspondre aussi à un environnement pour le tournage extérieur. Et fin septembre, on a dû faire ce tournage-là. Évidemment, on ne pouvait plus simplement laisser la comédienne en t-shirt avec son pantalon. On a été obligé de lui mettre un wetsuit, un petit vêtement humide, en dessous de son costume. Le problème, c'est qu'elle flottait. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué des plombs très minces, qu'on a fait coudre dans le vêtement, à différents endroits pour que ça ne puisse pas paraître et qu'elle puisse marcher normalement dans le fond de l'eau. Sinon, elle aurait flotté, elle se serait battue, perdu énormément d'énergie. Et c'est un tournage qui a été... une fois de plus, assez demandant pour la réalisatrice qui faisait le rôle, parce qu'il n'y voit rien, ce n'est pas confortable, et on est un petit peu plus engoncé, on est on bouge moins facilement dès qu'on a un wetsuit sur nous. Bon, on a toujours notre équipe donc, de sécurité. Puis je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ça, c'était un tournage qu'on a fait dans 20 pieds d'eau.
qui est relativement profond pour amener un comédien, mais dans ce cas-ci, c'était un plongeur. Et on avait simplement besoin en fait, de recréer une scène qui, à la fin, est tombée en noir et blanc. Mais j'ai gardé ces bouts de rush-là, qui étaient en fait l'installation du plan. Alors, en fait, simplement, il tombait dans l'eau. Ici, voilà, il fait signe « je manque d'air ». Reste calme. Là, c'était un petit peu frais. Le plongeur de sécurité vient directement vers l'acteur. On essaie tout le temps d'éviter de remonter à la surface pour toutes sortes de raisons. Lorsqu'on a un réalisateur à la surface, on essaie de lui donner le plan le plus longtemps possible parce qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe sous l'eau et il veut voir, c'est normal. Donc à la caméra, on va tenir le plan le plus longtemps possible. On ne veut pas que le comédien descende, remonte, etc. à cause de la pression dans les oreilles. À un moment donné, ça devient très difficile pour que les oreilles passent, comme on dit. Alors on va rester sous l'eau et à chaque fois c'est toujours la même chose. On garde le rythme du comédien qui va nous dire bon, quand il est prêt. Nous on tourne et on attend. Quand il est prêt à lâcher le détendeur, il crache le détendeur et à ce moment-là on va être en mesure de faire le plan. Il faut toujours faire attention bien sûr aux bulles du plongeur de sécurité. Ça prend des gens qui ont l'habitude de faire ça. Très souvent, on a un nouveau plongeur de sécurité et puis le plongeur est dans le cadre. Donc là, il faut te dire, il faut que tu t'enlèves du cadre puis rapidement. Ou on a les bulles du plongeur dans le cadre. Alors, c'est plein de petits détails auxquels on n'est jamais exposé lorsqu'on tourne à la surface. Alors, combien de temps des gens peuvent tenir en apnée quand on n'est pas habitué? Je vous dirais, si on prend une formation d'une fin de semaine, n'importe qui dans la pièce ici est capable de tenir presque 2 minutes. Sérieux? Ouais. Il y a des très bonnes écoles d'apnée à Québec et à Montréal. Et une fois qu'on comprend un peu la dynamique, qu'on est calme, on peut tenir quasiment 2 minutes. Après, quelqu'un qui a l'habitude va tenir beaucoup plus longtemps. C'est sûr que ce qu'on va faire, comme ce qu'on avait fait avec le groupe de musique, c'est qu'on avait fait des entraînements en piscine, donner des techniques d'apnée. Puis on leur avait dit, pratiquez-vous dans votre bain, où vous voulez, dans votre lit, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, apprendre à respirer différemment. C'est vraiment une question de respirer différemment. Et après, les premières prises sont rarement bonnes parce qu'il y a le stress, parce que c'est un petit peu froid, parce qu'ils n'y voient rien, parce que nous, ça va, on a un masque, alors on n'a pas d'eau qui rentre dans le nez, mais eux ont de l'eau qui rentre dans le nez. Il y a tout cet inconfort-là. Et après quelques prises, ils deviennent complètement relax. Et là, ça va super bien. Puis parfois, on se dit, oh là, il va manquer d'air, puis ils continuent. Ah oui, encore? Bon, ok, on va refaire un petit plan. Alors, on en profite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo tout à l'heure où on était dans les grandes vagues. Ça, c'est le petit bateau qui vient nous chercher. Alors, c'est la première fois qu'on se met à l'eau, c'est comme un ascenseur qui descend le long du bateau, parce qu'on essaie d'éviter de sauter à l'eau avec un caisson. Pour la simple et bonne raison que l'électronique et l'eau, ça ne s'entend pas très bien, l'électricité et l'eau, ça ne s'entend pas très bien. Si on vient juste toucher la surface, qu'il y a une fuite, on peut lever les bras et ça va bien. Si on venait à sauter du bateau, c'est pas dit qu'il arriverait quelque chose au caisson, mais s'il arrive quelque chose, le temps qu'on puisse remonter à la surface, c'est mort, la caméra est noyée et c'est difficile de justifier ça aux assurances. Donc on évite, tout simplement. Et la première fois qu'on remonte à la surface et qu'on se dit c'est le bateau qui vient nous chercher, oh là on a une confiance absolument totale au capitaine. Après la première fois on est tranquillisé, mais la première fois j'avoue qu'on a un petit doute quand même, parce que c'est un petit peu gros par rapport à nous. Et puis il y a d'autres types de tournages où on est avec des manières de travailler complètement différentes. Ici, c'était dans le Vieux-Port de Montréal. Donc c'est des plongeurs commerciaux qui ont des standards complètement différents et on doit se plier aux standards de plongée commerciale. Je suis plongeuse commerciale, mais pour le cadre du tournage, je n'étais pas obligée d'être liée à la surface. Mais pareil, là aussi, c'est un petit système d'ascenseur qui nous descend tranquillement dans l'eau. J'avoue que quand on fait de la plongée récréative, puis je parle à monsieur le plongeur dans le fond, ce serait sympathique d'avoir ça hein, pour chacune des plongées quand même. Il y a un grand confort. Certains bateaux, il y en a effectivement. Quand on fait une plongée en milieu naturel, je ne vais jamais tourner en continu. Je veux vraiment descendre dans l'eau, observer mon environnement, et seulement après, une fois que je le connais, que je le comprends, je regarde d'où vient ma lumière,
Je vais essayer d'avoir la lumière en arrière de moi pour pas avoir trop de réflexion dans la vitre. Je vais me placer. Une fois que je comprends un peu dans mon environnement, ce à quoi je m'expose, là, je vais commencer à tourner. Et je me garde toujours du temps ou de la batterie pour le moment où je vais remonter. Quand on fait des tournages, on a toujours des histoires d'horreur. Vous en avez tous. Puis il y a des histoires d'horreur sous l'eau qui sont vraiment des grosses histoires d'horreur. Moi, j'en ai deux. Une qui m'est arrivée personnellement et une dont j'ai été témoin. Celle qui m'est arrivée, c'est que j'étais au Mexique et on parle des sea bass, qui est un énorme poisson qui avait l'habitude d'avoir 7 pieds, mais maintenant ils ont comme 3-4 pieds. Et là où j'étais, on me dit oui, il y en a des 7 pieds de long. Bon, ok, parfait. Et là, on fait les plongées. Et moi, je suis toujours avec mon caisson, avec le gros dôme comme ça, donc pour faire des plans très larges. Et je ne le vois pas, le poisson. Il n'est jamais là. Fait qu'à un moment donné, je me dis, bon, c'est ma dernière plongée de tout le tournage. Il faut que j'aille faire des gros plans. Donc, sur le caisson, je vais mettre ma vitre plate, je vais mettre ma 100 mm pour faire des gros plans, pour filmer des choses d'1 centimètre de long. Je saute à l'eau. Ça a pris 5 secondes et j'ai vu le plus gros sea bass de toute ma vie me passer juste à côté. Et là, au début, il m'a même fait peur parce qu'il m'a surpris, évidemment. Et là, on le regarde passer. Et il faut avoir une certaine humilité et accepter qu'on ne pourra pas tous les avoir, les bonnes shots, surtout en milieu naturel, surtout de l'animalier. Parfois, on est là, parfois, on n'est pas là. Et dans le même ordre d'idées, j'étais sur un tournage, on faisait de la baleine franche à Mayotte. Moi, je faisais principalement de la photo. Il y avait un autre caméraman avec moi qui a énormément d'expérience, plus de 25 ans d'expérience. Et ça fait 3 jours qu'on est en mer. On est à une journée de Mayotte, vraiment au milieu de nulle part. Et il est censé y avoir des baleines franches, mais ça fait 3 jours qu'on les attend. Et on se prépare, donc alors à chaque fois on met la bouteille quand il faut, on prépare les caissons, etc. On attend en arrière du bateau, sous le soleil, avec la casquette, prêt à sauter, tout ce qu'il faut. Et il ne se passe rien pendant 3 jours. À un moment donné, vers la fin, on envoie avec un petit. Parfait. On jette à l'eau, on s'installe et elle est là. Là, on pourrait la toucher. Moi, je me dis, je recule, je ne fais pas de photos, je ne veux pas utiliser les flashs, je ne veux pas ruiner sa shot. Impossible. Fait que je me recule, je lui laisse toute la place et la baleine franche direct sur lui avec le baleineau et plonge. Et là, j'ai envie de pleurer, c'est beau, c'est incroyable. Et je le regarde, puis je fais, c'est beau. Et il me regarde et je vois que lui aussi a de l'eau dans les yeux. On remonte à la surface, il me dit, j'ai oublié d'enregistrer. Opelaï. Oui, opelaï, effectivement. Et là c'est l'angoisse. Donc, il faut remonter sur le bateau et puis annoncer ça au réalisateur. Tu le dis, non, tu le dis. Donc finalement, on lui dit, voilà, quoi, on n'a pas le plan. Et ça arrive. Et c'est arrivé au meilleur caméraman sous-marin au monde. Ça arrivera un jour, on va rater un plan parce que la nature est tellement belle et tellement grandiose et on est humain, on peut être impressionné. Et voilà, on regarde tout simplement et oups, on oublie la chose la plus basique qu'on a appris, c'est d'appuyer sur ce bouton. Puis un caisson comme ça, c'est très simple. Un caisson électronique, tout est à portée de main, c'est juste ici à l'index. Il n'y a rien de plus simple à faire. C'était ce caisson-là en plus. Il n'y a rien de plus simple à faire. Mais non, voilà, il a juste oublié. Mais c'est un très très bon caméraman sous-marin. Mais voilà, c'était pas sa journée, vraiment pas. J'avoue que c'était très silencieux sur le bateau le soir. Donc on va avoir toutes sortes d'équipements. Souvent on pense une seule bouteille, etc. À droite, c'est un système en fait de plongée commerciale. Lorsqu'on plonge avec certaines équipes, on est obligé de porter un masque intégral avec un système de communication bidirectionnel. Et à droite, en fait, je filmais avec Parc Canada qui plongeait en recycleur. Alors un recycleur, c'est une machine un peu comme un astronaute qui permet de recycler l'air. Donc il y a plusieurs avantages. Un, on peut rester beaucoup plus longtemps sous l'eau. 2, on ne fait absolument pas de bulles, donc on peut s'approcher extrêmement près d'un poisson, d'un animal sous l'eau sans aucun problème. Et c'est un air qui est plus humide, donc on ne va pas s'assécher les muqueuses et ça va être beaucoup plus confortable. Le côté un peu négatif de la chose, ça veut dire qu'on peut rester comme 3 heures, 4 heures, 5 heures sous l'eau.
Et je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de passer 5 heures sans aller aux toilettes, des choses comme ça, mais ça peut devenir un petit peu gênant. Alors, il y a plusieurs choses qu'on fait. En fait, quand on est obligé de faire des plongées extrêmement longues avec un vêtement étanche, eh bien, moi, j'appelle ça s'habituer pour nos vieux âges, mais nous sommes obligés de porter des couches. Donc voilà, nous faisons des mamies de nous-mêmes, nous pratiquons et au moins, voilà, on ne se met pas dans un inconfort total. Et l'autre chose aussi, c'est que parfois on s'apporte dans des petits ziplocs, soit des petites sucreries, où le meilleur truc, c'est la seringue de Nutella. Ça marche à tout coup. On va revenir à la fiction. Ici, c'était sur le tournage de la publicité Rona. Donc, pour la communication, on utilise la même chose que ce que les nageurs synchronisés utilisent, donc des haut-parleurs sous-marins, reliés tout simplement à une console à la surface. Donc, le réalisateur nous parle et nous, on va lui répondre en bougeant la caméra. Donc, c'est vraiment unidirectionnel. Il nous pose une question, on s'est entendu surtout dès le départ. Et ce qu'on va faire, c'est on bouge la caméra comme ça pour oui. C'est pas un coup pour oui, deux coups pour non, mais c'est quasiment comme ça. Et de droite à gauche pour non. Donc ici, de la même façon, on a non pas un velours noir, mais une toile géotextile noire en arrière, simplement pour couper la lumière. Éclairage naturel, donc le soleil plombant, ça prend absolument une belle journée ensoleillée. Et l'équipe de sécurité, donc vous voyez, mon plongeur de sécurité est en arrière de moi avec un long boyau qui donne aux comédiens. Mon assistant cam sur ma droite et moi en train d'opérer. Dans d'autres situations, on va avoir un éclairage complètement créé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au plongeur de sécurité de faire le crabe, de rester là le plus longtemps possible pour épargner un petit peu la comédienne. Et une des raisons pour lesquelles parfois j'utilise mon recycleur en piscine, on s'entend, c'est juste 12 pieds de profond. Mais je vais vous montrer en fait ce plan-là. Simplement, c'était très précis et il fallait rester assez longtemps. Donc le réalisateur me donne les indications, on devrait l'entendre. Ouais, merci. Donc sous l'eau, quand on fait du vidéoclip, on entend la musique qui nous donne un rythme. Le réalisateur nous donne des indications. Et là, c'est une chorégraphie, tout simplement. Et toujours faire attention au placement de la lumière, pas se prendre les pieds dans le petit câble relais vidéo, ça peut être intéressant. Et là, mais je peux rester plusieurs minutes sans faire de bulles, fait que c'est beaucoup plus rapide pour la production. J'ai un moniteur en fait sur ma gauche et à droite, c'est une petite bouteille de plongée qui me permet de changer l'air dans le sac parce qu'on tournait avec la RED chauffée, on avait différentes profondeurs. Donc pour que le caisson soit toujours en flottabilité, j'ajustais en fait la quantité d'air que je mettais dans le sac. Et ça, pareil, c'est un tournage. Je pense qu'on avait commencé à 10h le soir pour finir à 5h. 10h le soir, le setup d'éclairage était fait, puis on a terminé à 5h du matin. C'est parfois une question de disponibilité de piscine aussi. Alors voilà, le directeur photo à la surface est en mesure de voir l'image qu'on lui renvoie et de pouvoir ajuster son éclairage. Donc c'est sûr que ça ralentit un petit peu le processus plutôt que d'être là directement puis de se rendre compte des choses. Donc on a toujours un assistant caméra sous l'eau puis un assistant caméra à la surface pour être capable de changer les cartes, les batteries, etc. Et puis si jamais il y avait de l'humidité, de l'eau qui rentrait dans un caisson, surtout dans le cas d'un splash bag qui est quand même moins étanche qu'un caisson, à ce moment-là on peut agir beaucoup plus rapidement. Les caméras, les caissons, il y en a de toutes les sortes inimaginables. Il y a beaucoup de caissons que des gens vont fabriquer eux-mêmes, des caissons très professionnels qui sont faits en série. Enfin, quand on parle de série, on s'entend. Hein. Un caisson comme celui-là, je crois qu'il y a eu peut-être 50 unités qui ont été faites, qui est pour une caméra EX3, sur laquelle on pouvait mettre un anneau flash, donc qui permet en fait d'augmenter la durée de vie de la caméra, parce qu'on peut enregistrer à des compressions moins grandes. Celui-ci, c'est un caisson qui commence seulement à être vendu, donc pour la Scarlett et la Epic. Je crois qu'il y en a 25 de fait pour le moment. Donc c'est jamais de l'énorme volume, c'est quand même un petit marché. Et puis il y a des caissons comme celui-ci qui est un caisson pour la 5D, exactement la même chose pour la 5D Mark III. L'avantage d'un caisson comme celui-ci, c'est qu'on peut faire et de la photo et de la vidéo en même temps. Mais la différence entre, mettons, la X3
où j'ai un zoom qui me donne beaucoup plus grande capacité, c'est sûr que en documentaire, je vais être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et puis le coup du poisson tout à l'heure, si j'avais eu ce caisson-là, je l'aurais eu le plan. Celui-ci, si je mets ma 100 mm avec mon port plat, j'ai aucune chance. Je fais un choix. Donc dès qu'on tourne en fait avec une 5D ou même avec la RED, même si on peut mettre certains zooms, on retourne à travailler à la manière film. Donc avant même de se mettre à l'eau, on décide, ok, est-ce que je fais du plan large ou est-ce que je fais du plan serré? Et il y a, ça c'est des caméras film, donc hydroflex. On essaie toujours d'avoir une super belle plateforme de travail, d'avoir beaucoup de place pour être confortablement installé. Parfois, on est sur un bateau, ça bouge tout le temps, c'est un petit peu moins confortable. Mais moi, je me promène toujours avec des petits pads comme celui-ci. Parce que si vous remarquez, l'arrière de mon petit caisson, puis je vais venir vous le montrer, c'est plein de petits boutons qui sont extraordinaires, mais qui sont des petits boutons sur des ressorts. Donc, moindrement, s'il y a un coup sur un des ressorts, je viens de me couper d'une fonction. Et sur l'autre partie du caisson que je peux vous montrer, vous pouvez vous le passer. Donc, je vais vous dire de regarder plusieurs choses, en fait. Donc, ici, c'est le dos du caisson qui vous permet d'avoir le contrôle de la caméra aux mêmes places que ce que vous l'auriez sur le boîtier. Donc, le viseur, exactement, est à la même place. À chaque fois, on a un joint d'étanchéité que l'on veut le plus propre possible. Et on a une petite chose ici qui est absolument fantastique et nécessaire, qui est une petite lumière avec un sensor d'humidité. Donc si on voit cette petite lumière-là, on sait qu'il faut remonter tout de suite et puis s'assurer de pouvoir sauver notre caisson. Enfin, vous pouvez vous le passer. Puis je vais vous passer de l'autre morceau. Je ne ferai pas ça avec les gros caissons, hein, sinon vous allez vous faire les bras. Là. Mais les caissons, parfois, peuvent peser comme 40 livres et plus. Mais ce qui est d'extraordinaire, c'est lorsqu'ils sont très bien faits, c'est qu'ils sont absolument neutres sous l'eau, dans l'eau. Alors, on n'a absolument pas besoin de forcer, ni même sur les poignets, parce qu'il y a un des caissons, en fait, celui du milieu ici, qui était pour la F900 de Sony, on pouvait le mettre sur notre index, et il était en parfait équilibre, en parfaite flottabilité, c'était extraordinaire comme pièce d'équipement et c'était un des premiers caissons électroniques qui avait été fait par Amphibico professionnel pour ces modèles-là. Donc ici, c'est l'autre partie du caisson. Et ici, les petites boules, les ball joints, en fait, sont utilisées pour venir mettre les bras pour utiliser les lumières. Et sur les caissons, en plus, j'attire votre attention sur le fait que la petite chose ici est un micro, en fait, est un hydrophone. Ce qui est bien et pas bien. C'est très bien parce que ça nous offre la possibilité d'avoir du son sous l'eau. Ceci dit, jusqu'à quel point c'est vraiment intéressant. Si vous avez déjà entendu des vidéos qui ont été tournées sous l'eau, ça fait comme... C'est pas très joli comme son. Alors moi, ce que je fais, parce que ce son-là, en général, on s'en sert pas, sauf quand on a un sujet qui est plongeur. Le problème, c'est que le caisson est plus près de moi que du plongeur que je filme, donc c'est ma respiration qu'on entend et pas la sienne. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon caisson, j'appuie enregistrer, je le dépose quelque part, mais où je vais le retrouver, bien sûr, et je m'éloigne assez loin pour que le micro n'entende quasiment plus mes bulles, pour avoir un petit peu de cette ambiance sonore. Puis une ambiance sonore sous l'eau, ça peut ressembler à quoi? Ça peut ressembler, dans les récifs coralliens, à un crépitement, qui est très intéressant. Il y a d'autres endroits où on n'entendra pas grand-chose. Parce qu'en fait, savez-vous à quelle vitesse se promène le son sous l'eau par rapport à l'air? Vous une idée? Lentement? Plus lentement? Non. Plus vite. 5 fois plus vite. Le son voyage 5 fois plus vite dans l'eau. Ce qui explique que lorsqu'on entend un son sous l'eau, on n'a aucune idée d'où ça vient. Alors parfois, quand on va dans le fleuve et qu'on est proche de la voie maritime, c'est drôle parce qu'on se dit « Oh là, le bateau, il nous passe directement au-dessus. » Et en fait, il n'est pas tout à fait au-dessus. Mais on entend vraiment la machinerie. Là, c'est impressionnant, c'est de toute beauté. Mais en fait, le son voyage tellement vite qu'on n'est pas capable de savoir d'où il vient exactement. On pourrait mettre à peu près n'importe quoi comme objectif dans les caissons, mais très souvent, on va y aller pour faire de la macro. Quand on parle d'une caméra plein capteur, comme une 5D, on va y aller avec une 100 mm, sur laquelle parfois on va rajouter des dioptries pour pouvoir avoir des plans encore plus serrés.
Et pour ce qui est des plans larges, on va pouvoir mettre une 14 mm ou une CS35 si on veut se donner un petit peu de latitude. Ce qu'il faut savoir aussi sous l'eau, c'est que non seulement au niveau du son, ça voyage différemment, mais au niveau de la réfraction, les objets nous apparaissent plus près et plus gros. Donc là, mon histoire de poisson de tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Voilà. Ben oui, il était gros comme ça. Non, en fait, il était comme ça, mais voilà, il nous apparaissait beaucoup plus gros. Ce qui est très bien lorsqu'on veut faire du gros plan, mais c'est parfait, ça nous aide. C'est un petit peu comme si on se disait, bon, ben, plutôt que de tourner avec la 5D, je vais prendre ma 200 mm, je vais la mettre sur un 7D. Je viens de gagner un 1.6 en fait. Merci. Mais lorsqu'on veut faire des plans très larges, ben, à ce moment-là, il va falloir faire deux choses. Donc, ce rapport de grossissement-là, c'est lorsqu'on regarde avec une vitre plâtre. Et ça, c'est vraiment de la vitre. Je vais vous la faire passer tout à l'heure. C'est comme un masque. On a ce rapport de grossissement-là. Je vais juste enlever l'adaptateur, pas qu'il tombe. Et ici, la petite rotule qu'on a ici, c'est simplement pour pouvoir faire la mise au point. Donc ici, c'est vraiment fait solide, puis c'est de la vitre. Mais le problème, lorsqu'on a une vitre plate, donc, on a nos objets qui nous apparaissent plus gros, plus près, et ça ne marche pas du tout si on veut faire des plans d'épaves, des plans de requins. Alors à ce moment-là, on va utiliser un dôme en fait, un port sphérique, un hublot sphérique, qui va corriger un petit peu les aberrations. D'après vous, c'est quoi les autres défis dès qu'on rentre dans l'eau, en termes d'image? Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? Ouais, ok. Au niveau des couleurs? La perte des couleurs. Ça, c'est incroyable. On a juste à passer à quelques pieds en dessous de l'eau et on vient de perdre nos couleurs dans le sens où elles apparaissent ici, en commençant par le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu. Et à un moment donné, ça devient complètement noir. Alors quand c'est en plein jour, soit on est dans le Saguenay quand ça devient complètement noir, ou on est vraiment dans des grandes profondeurs. Donc pour contrecarrer cette perte de couleur, on va éclairer. Puis on va se faire des balances de blanc. Alors si on se fait une vraie balance de blanc, mais la chose souvent qu'on oublie avec cette perte de couleur, c'est qu'on y pense facilement de façon verticale. Mais c'est vrai de façon horizontale. Alors si vous éclairez votre sujet sur votre balance de blanc, peut-être à 3 pieds, vous faites votre balance de blanc, là ce sera la bonne couleur. Mais si votre sujet est 5 pieds plus loin ou 10 pieds plus loin, votre lumière, premièrement, ne sera jamais assez puissante, à moins d'être en fiction, là, mais si on parle d'un tournage un peu plus léger, votre lampe ne sera jamais assez puissante pour pouvoir corriger cette couleur-là, donc rajouter du rouge ou du orange ou du jaune. Donc à ce moment-là, il faut toujours évaluer et refaire sa balance de blanc en fonction, 1, de la profondeur à laquelle on se trouve, et 2, de la distance à laquelle notre sujet va se trouver. Alors parfois, ça peut rendre les choses un peu complexes, et tout simplement, on n'est peut-être pas équipé en termes de lumière pour pouvoir éclairer les fonds marins au complet. Alors, on peut tricher. Je ne sais pas tricher, c'est un autre outil en fait. Je ne sais pas pourquoi je dis tricher. Avec une filtration rouge ou une filtration qui est magenta. Parce qu'en fait, dans les eaux vertes, comme le fleuve Saint-Laurent, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'eau bleue au Québec, mais on a des belles eaux vertes. En ce moment, on va mettre un filtre, soit directement sur la caméra. Sur les petites caméras, genre les GoPro, là, qui sont très à la mode, maintenant il y a des filtres externes pour ça. Donc c'est sûr, si vous êtes en eau verte, le filtre rouge il fonctionne un petit peu moins bien. Il peut faire une partie du travail, mais il ne complétera pas au complet. Donc ça, c'est important de regarder. Puis une autre marque qui s'appelle Magic Filter aussi, qui fait des filtres qu'on peut acheter et découper et qu'on va pouvoir faire alors un petit peu comme à l'ancienne façon. On faisait beaucoup ça en film, c'est-à-dire de le mettre dans le culot de l'objectif. On va venir le taper ici. Sinon, on va le mettre directement en avant. Et ça me fait penser à un autre petit détail qui est très très important en fait. Ici, sur mon objectif, il a l'air tout abîmé, mais j'ai mis du tape noir. Parce qu'à un moment donné, j'étais en Alaska en train de faire un tournage, et puis j'avais mon Otari qui venait et puis qui dansait devant mon grand dôme là. Mais j'avais mon mur en arrière de moi, j'avais l'Otari là, donc je ne pouvais pas me mettre ailleurs. Mais j'avais le soleil directement vers moi. Vous savez ce qui est arrivé?
Le soleil, la lumière, a frappé contre le dôme, a traversé, est venu frapper contre toutes les belles petites inscriptions qu'il y a sur un objectif. Ces beaux petits chiffres-là. Et sur mes plans, alors évidemment, sur un viseur, quand on est dans l'eau, vous avez vu la taille ici, là, c'est pas vrai qu'on voit bien, c'est pas vrai. Donc c'était vraiment super beau, j'étais très contente de mes plans. Puis je les ai regardés après sur l'ordinateur, et là, je pouvais voir Canon, EF. Cette soirée-là aussi, j'ai fait comme mon ami caméraman, j'ai pris un verre, puis j'ai dit, bon, ben, ça n'a pas marché. On recommencera demain. Donc, c'est des choses qui arrivent et on apprend tout le temps. Et ce n'est pas nécessairement des choses qui vont être écrites dans les livres. Parfois, il y a beaucoup de livres de photographie sous-marine qui sont extraordinaires pour apprendre toute la base. Mais des choses parfois qu'on apprend par expérience, des choses qui fonctionnent, d'autres beaucoup moins. En termes d'éclairage, si on parle d'éclairage, de cinéma, honnêtement, tout ce qui existe à la surface va exister en version sous-marine. À part, excepté les grosses sources, les spot arcs, non, là, mais tout ce qui existe, vraiment, vous pouvez, tout ça, c'est des lampes qui vont sous l'eau, donc ça existe. De la même façon, on va avoir des portes de grange, des barn doors. De la même façon, on va pouvoir mettre des gélatines pour diffuser de la lumière. On va pouvoir colorer aussi avec les gélatines, de toute façon, on peut s'en servir sous l'eau. On va mettre des trépieds, nos trépieds, on va les utiliser dans l'eau. C'est sûr que quand on fait des tournages en eau salée, c'est pas la même histoire. Et on va ruiner l'équipement assez rapidement. Même un caisson mal rincé, moi un caisson, non seulement je le fais tremper au moins pendant 1 heure, et après c'est au boyau d'arrosage, mais je le fais tremper pour commencer, et quand je le fais au boyau d'arrosage, je joue avec tous les boutons. Et je joue pour m'assurer que toutes les petites particules, les petits cristaux de sel soient complètement enlevés. Puis quand je reviens d'un long tournage, là, je le remets encore dans l'eau. Et quand bien même je fais ça, ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il me reste un petit peu, vous voyez ici, c'est blanc. Voilà, ben ça c'est des petites traces qui restent encore. Donc l'eau salée, honnêtement, c'est le pire ennemi pour l'équipement. Pour toutes sortes de raisons, si on a une petite goutte d'eau salée sur des contacts électroniques, l'eau salée, ça ne sèche pas. L'eau douce, on s'en sort. Une fois dans ma vie, j'ai une batterie de lampes qui, en fait, s'est ouverte. J'ai pu tout sécher, j'ai tout sauvé. En eau salée, ça, c'est pas vrai. Ça ne serait pas arrivé comme ça, là, je l'aurais perdu. Donc, c'est vraiment de prendre un soin très important pour ça et de rincer, rincer, rincer continuellement. Pendant qu'on parle des lumières, il y a quelques années, on était vraiment au tungstène. Puis après ça, on est passé au HID, qui est un peu comme un HMI, mais en petite version compacte, qui est ça ici. Je vais vous le passer. Ici, on a le petit diffuseur. Et sur le diffuseur, vous remarquerez, il y a un petit trou, ici. Parce que plus on descend, plus il y a de pression. Logique. Ce filtre-là, étant donné, lui, il est en vitre, il vient se mettre contre la vitre du spot. Mais si on a une petite goutte d'air qui est emprisonnée ici, ce que ça va faire, c'est que ça va imploser. Et ça m'est arrivé une fois sur cette lampe-là, en fait. La lampe a été intacte, mais il y a une petite bulle d'air qui a été emprisonnée. On est descendu à 240 pieds et à un moment donné, j'ai entendu comme un coup de fusil. Et là, j'ai cru que c'était le caisson. Mais ça ne pouvait pas être le caisson, parce que si ça avait été le caisson, vous voyez un petit peu la quantité d'air qu'il y a dedans, j'aurais coulé avec le caisson. Donc ce n'était pas ça, j'ai regardé autour, j'ai rien vu, je regardais les lampes, je ne voyais pas, parce qu'ici c'est un petit papier collant, et en fait tout simplement ce qui s'est passé, c'est que la vitre ici a implosé vers l'intérieur. Donc c'est des petites choses aussi auxquelles on va faire attention. Donc on va enlever le petit filtre, une fois qu'on est dans l'eau, paf, puis après ça on le replace, puis on peut descendre. Cette lampe-ci, qui est quand même un petit peu lourde, vous voyez ici un petit flotteur, mais elle va rester quand même négative une fois qu'elle est sous l'eau. Puis la deuxième lampe que je vais vous faire passer, c'est une lampe qui est à peu près 50... Oui, vous pouvez l'allumer, il n'y a pas de problème. Qui est à peu près... Ben voilà, on va faire un test. Alors, si on le fait au plafond, ça va être... voilà. Et hop, hop. Voilà. Donc, c'est pas du tout, vous voyez, la problématique parfois d'utiliser différents types de lumière, c'est que ce ne sera pas la même température de couleur d'un type de lumière à l'autre. Et cette lumière-là est à peu près 2 fois plus puissante que celle-ci. Elle va durer un petit peu plus longtemps aussi, mais honnêtement, quand on voit la taille, ça, je peux en apporter 10.
Celle-là, non. Et puis ça, ça flotte, quoi. Donc, et ça, évidemment, ce sont des LED. Il existe des modèles un petit peu plus gros que ceux-là. Et en intensité maximum, elle va durer peut-être 70 minutes. Ce qui est pour un plongeur moyen une bonne durée de plongée. Celle-ci va être un petit peu plus longue. Je vais vous passer les deux lampes. Alors, le recordman du monde à l'heure actuelle en plongée profonde s'appelle Pascal Barnabé. C'est un Français qui est descendu à 330 mètres. En général, les plongeurs techniques, pas un plongeur avancé, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui utilise ce qu'on appelle des gaz mixés. En fait, en général, dans une bouteille, déjà, on a de l'air. Souvent, même dans les films, on entend « ouais, la bouteille d'oxygène ». Non, on ne plonge pas avec de l'oxygène, on plonge avec de l'air. Plus on va profond, on pourrait être intoxiqué, par l'azote, donc on devient comme un petit peu saoul. Et l'autre élément qui peut nous intoxiquer, à partir d'une certaine profondeur, en fait, aux alentours de 170 pieds, ça va être l'oxygène. Donc si on va aller plus profond que ça, on est obligé d'enlever une partie d'azote pour ne pas être complètement saoul, et une partie d'oxygène pour ne pas tomber éventuellement en convulsion, et on va le remplacer par de l'hélium, qui est un gaz inerte. Alors, dès qu'on a de l'hélium, on évite les systèmes de communication, sinon on rigole, mais c'est à cause de notre façon de parler. Et avec de l'hélium, en fait, on peut descendre, à l'heure actuelle, un plongeur technique bien entraîné va descendre sans trop de problèmes à 300 pieds. Quand je dis sans trop de problèmes, ça prend quand même du bon équipement. C'est de plus en plus facile de descendre à ces profondeurs-là, mais en même temps, comme je dis souvent aux gens, ce n'est pas un problème de descendre, le problème c'est de remonter, si jamais il y a un problème, et ça arrivera tôt ou tard. Je plonge souvent en recycleur, j'ai fait un documentaire sur une épave, le GB King, qui était juste à 150 pieds, et à un moment donné, à cause des conditions de courant, de visibilité, je disais, s'il y a un endroit au monde où je ne veux pas avoir un problème avec ma machine, c'est sur cette épave-là. Évidemment, notre ami Murphy était là, et sur une des plongées où j'avais juste un plongeur avec moi, à un moment donné, j'ai eu un signal d'alarme comme quoi la machine ne faisait plus son travail. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai pris le caisson, j'ai donné à mon plongeur de sécurité, j'ai dit « toi, tu me regardes ». Et on est remonté tranquillement. On a fait toutes les procédures de décompression, parce que plus on descend profond, plus on doit passer de temps à remonter pour enlever l'azote dans notre système. Et voilà, on poursuit avec les procédures. L'équipement, comme tout l'équipement qui est ici, c'est du 300 pieds, c'est du 100 mètres. En dessous de ça, il y a quelques pièces d'équipement qui vont donner moins d'accès à certaines fonctions. Lui, modifié, pourrait descendre à 450. À 450 pieds, ce qui nous reste à filmer, c'est pas mal des épaves. Pour le reste, la vie marine, ça va être dans les 60 premiers pieds la plupart du temps. Pour le reste, plus on va descendre, c'est sûr, moi je fais beaucoup de plongées spéléo, donc la profondeur parfois est un facteur parce que ce qui se passe comme formation géologique se trouve là. Les épaves, même raison, elles sont descendues dans le fond était profond, mais pour ce qui est de la vie marine comme telle, franchement, même 0,40 pieds, c'est là que ça se passe, c'est là que c'est le plus beau, les couleurs sont le plus beaux, c'est là où il y a le plus de vie, c'est là que la vie marine vient se nourrir, donc c'est là que c'est intéressant. Ce qu'on parlait tout à l'heure avec la lumière, les rayons de la lumière qui vont être réfléchis. Et il y a quelqu'un sur Internet, Rosa, j'oublie son nom, qui a fait une petite démonstration assez extraordinaire. Et franchement, je me suis dit, ça explique tout. Qui explique en fait le passage d'un rayon de lumière, cet effet avec des halogènes, en fonction de l'angle, ce qui se passe quand ça passe de l'air à l'eau. Et je vais vous montrer un petit extrait de ça, là. C'est l'explication parfaite, en fait. Il n'y a pas vraiment de son là-dessus. Donc on voit chacune des couleurs, l'angle, comment il est dévié. Et à partir d'un certain angle, c'est complètement réfléchi. Donc on va perdre la pénétration de la lumière dans l'eau. Donc, quand on n'a pas beaucoup de lumière, qu'on est obligé de tourner en milieu naturel, ça explique parfaitement que dès qu'on peut tourner à midi, là, une belle journée ensoleillée à midi, et non seulement ça, mais en plus que la surface de l'eau soit la plus plate possible. Plus il va y avoir de perturbations au niveau de la surface, plus l'eau va être, plus la lumière, en fait, les rayons de lumière vont être réfléchis, et moins on va avoir de pénétration de lumière dans l'eau. Et vous connaissez déjà la loi du carré inverse en fait, pour la dispersion de la lumière sur Terre. Donc c'est la même chose sous l'eau. Plus notre source est éloignée, plus on va en perdre, c'est exponentiel. Alors ce qui peut être
Intéressant aussi, au niveau de cette réflexion de lumière et d'image, c'est lorsqu'on veut avoir un effet miroir en fait sous l'eau, c'est de mettre la caméra le plus près possible de la surface, avec une surface qui va bouger le moins possible, pour avoir, ici on voit l'œil du plongeur qui se reflète en fait dans la surface, et tout ce qui est blanc en fait c'est du dépôt de calcaire qu'il y avait dans une caverne, donc ça nous donnait une atmosphère, et là c'était vraiment ok, tu retiens ta respiration, je retiens ma respiration pour que l'eau soit la plus plate possible. Donc quand on fait certains tournages avec beaucoup de plongeurs de sécurité dans l'eau, parfois on va leur demander de rester à la surface, d'être vigilant, mais de rester à la surface, de ne pas bouger pour pas avoir toute cette perturbation en fait de la surface d'eau qui est due à nos bulles tout simplement. Je vais vous montrer un extrait d'une façon de travailler. En fait, je vais vous expliquer avant. Quand on éclaire dans l'eau, que ce soit une piscine, que ce soit un milieu naturel, dès qu'on met notre lumière le plus près possible du caisson, qu'on éclaire dans la même direction, on va éclairer toutes les particules en suspension. Même un verre d'eau, il y a des particules en suspension, il y a toujours soit du dépôt, du chiffon qui a été utilisé pour le nettoyer. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite mettre l'éclairage à 45 degrés minimum, et à ce moment-là, on ne va pas éclairer directement la particule, mais sur le côté, ce qui va faire qu'on n'aura pas tous ces espèces de petits défauts en fait, dans l'image. Quand on va avoir un plongeur éclairagiste, donc toujours la même chose, hein, le plus on a de lumière, de puissance de lumière, le mieux ce sera. Et ici, en fait, il éclairait principalement pour l'autre caméra. Et dépendamment de la place de la caméra, on va avoir des textures complètement différentes en fait, qui vont ressortir. Donc on voit, hein, là, les gorgones sont très belles, et dès que la lumière ne touche pas le mur, c'est complètement bleu. Donc d'avoir l'éclairage qui soit complètement en arrière, ça vient donner une vie complètement différente en fait, au sujet. Et là, la gorgone ne bouge pas, mais c'est une chorégraphie entre le plongeur éclairagiste, entre le caméraman, d'avoir le même mouvement, de pouvoir éclairer toute la surface du cadrage. Donc il faut beaucoup travailler ensemble pour se comprendre et savoir exactement la focale qu'on utilise et pouvoir avoir un bon résultat assez rapidement. Dans une piscine, souvent, on va être les deux pieds à terre ou sur un escabeau. Dès qu'on est en milieu naturel et qu'on touche le sol, ben voilà, on vient de monter toutes les particules. Donc, on le voit assez rapidement ici. Donc, on va éviter le plus possible de toucher le fond. Et on va être parfois, la plupart du temps, en fait, complètement à l'horizontale pour être en mesure de ne pas toucher le fond, d'être dans le même axe de la caméra. Non seulement ça, mais en plus pour pouvoir bien voir l'image et d'avoir le moins de réflexion possible sur notre moniteur. Parfois, on va être debout parce que c'est plus simple, surtout quand on est dans une faille. Mais il y a d'autres moments où on va avoir la tête complètement en bas, où on va pouvoir se poser aussi. Donc, ce qui nécessite toujours d'être en mesure d'être dans n'importe quelle position. Et c'est là où c'est très différent d'avoir quelqu'un qui est caméraman, qui devient plongeur et qui rapidement fait de la photo ou de la caméra sous-marine. Inversement, un plongeur qui apprend la caméra et qui va ensuite filmer. Parce que très souvent, le problème qu'on rencontre, c'est que le caméraman qui devient plongeur et qui amène une caméra très rapidement, c'est qu'il n'a pas une bonne flottabilité. Alors que pour pouvoir tourner, il faut être capable d'être dans n'importe quelle position en flottabilité parfaite. Hein, les pieds en l'air, n'importe comment coucher et de ne pas bouger. On va avoir un petit léger mouvement, mais c'est tout. Non seulement ça, mais en plus d'être capable de palmer pour s'avancer, mais aussi pour reculer. Pour quasiment conclure, il y a deux choses dont j'aimerais vous parler. La première chose, c'est quand on est sous l'eau, c'est très lent, il faut être très calme, il faut être extrêmement patient. Parfois, on ne bouge pas pendant 1 heure, on attend qu'il se passe quelque chose. On peut être surpris, mais il ne faut juste pas bouger. Puis ça, c'est juste aux Escoumins, pas très loin d'ici. Et il ne bougeait pas, et il ne bougeait pas. Et voilà, il bouge. Et à ce moment-là, le premier réflexe aurait été de reculer avec la caméra, d'être surpris, mais il ne faut juste pas bouger, puis attendre de voir ce qui se passe. Alors, ça peut être froid, inconfortable, mais on attend, puis à un moment donné, il va se passer quelque chose. Alors oui, on peut rater des plans, mais si on est assez patient, on va avoir des belles surprises. Dans la communauté des caméramans sous-marins, il y a 2 écoles de pensée à l'heure actuelle. Puis je vous dirais que c'est un petit peu mon spiel écolo.
Mais dans la vie, soit on se dit, je veux un plan à n'importe quel prix, et ça nous amène à toutes sortes de travers. Il y a des animaux qui sont maltraités, il y a de la vie marine qui est perturbée pour ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tant qu'à moi, il n'y a aucun plan qui vaut que je mette ma vie en péril, et il n'y a aucun plan qui vaut que je mette la vie d'un animal en péril. Malheureusement, on est parfois dans un monde où on veut vraiment avoir le meilleur plan parce que c'est ça qui est payant, parce qu'on va se faire un nom avec ça. Est-ce que ça vaut la peine? C'est pas sûr. Que ce soit en fiction ou en documentaire, avec du temps, avec beaucoup d'observations, on va toujours avoir des moments magiques. Je me souviens de moments magiques où, avec des comédiens, il se passait un truc où l'image, tout d'un coup, s'illumine. C'est pareil avec la nature. Quand l'Otari est venu mordiller la main de mon assistante éclairagiste, on touche jamais, mais à un moment donné, on dit, OK, si la nature veut venir nous voir, qu'elle vienne nous voir. Et d'un sens comme de l'autre, en fiction ou en documentaire, il y a toujours ces moments-là extraordinaires parce que le milieu aquatique nous permet tellement de possibilités qu'il y a juste à les explorer. Alors, je vous souhaite un jour de faire des tournages sous-marins, d'essayer des choses. Le principal, c'est d'avoir du plaisir, d'essayer. Et c'est toujours par des erreurs qu'on va apprendre à faire des choses. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir après.